La terre tremble au passage des troupeaux. Le soleil transforme le sable en braises ardentes. Et les rivières s'élèvent comme un dernier espoir. À l'horizon, une plaine infinie s'étend à perte de vue. Les oiseaux remplissent le ciel de couleurs lorsqu'ils volent. Les zèbres apprécient les verts pâturages. Les éléphants dévorent les arbres. Et les babouins assourdissent par leurs chants. Dans ce paradis sauvage, chaque recoin est plein de vie. Mais la nature est cruelle. Et de même qu'elle donne la vie, elle peut la retirer en quelques secondes. Une figure émerge des prairies et représente la mort elle-même sous la forme d'un félin sauvage. Indomptable, furtif et calculateur, le léopard est un tueur impitoyable, prêt à tout pour survivre. Et en un instant, il se jette sur sa proie et réussit. C'est le Serengeti et la lutte pour la survie de ses habitants sauvages. Dans ce royaume animal sans loi, la seule règle est de survivre, quel qu'en soit le prix. Au milieu de la plaine, les gazelles s'enfuient, terrorisées, tandis que les guépards les traquent. Au loin, des milliers de gnous entament une marche sans fin à la recherche d'une vie meilleure. Pendant ce temps, les éléphants se frayent un chemin à travers les épaisses forêts d'acacias. Dans cette plaine, chaque espèce sauvage est confrontée à ses propres défis. De la minuscule mangouste naine au gigantesque rhinocéros noir, tous doivent lutter pour leur survie dans un écosystème hostile. Avec l'arrivée de la saison sèche, l'eau n'est plus une ressource vitale mais un privilège. Et des milliers de zèbres, de gnous et de girafes se rassemblent dans les rares affluents pour obtenir le précieux liquide. Pourtant, c'est de ces mêmes cours d'eau vivifiants que sortent les crocodiles, bêtes féroces et cuirassées, qui s'attaquent à leurs victimes. En amont, les hippopotames se livrent une bataille rangée pour dominer le troupeau. Les mâles géants déployant toute leur férocité pour prendre le pouvoir dans un véritable train-train. Loin des eaux, dans les plaines, le roi de ce vaste empire sauvage surveille l'horizon en attendant l'arrivée de milliers de gnous, où le troupeau affirmera sa place privilégiée dans la chaîne alimentaire. Situé au cœur de l'Afrique de l'Est, au nord de la Tanzanie, le Serengeti couvre une superficie de près de 30 000 km². Avec un nom dérivé du mot Seringit, qui signifie en langue masaï plaine sans fin, il est facile de deviner le relief de cet empire sauvage. Dans le Serengeti, les plaines s'étendent à perte de vue, et parmi ces vastes champs couverts d'herbes fines, de gigantesques acacias se dressent, défiant le sort, offrant une ombre bienvenue. Dans un écosystème aride où la sécheresse défie souvent la vie, les rivières Grumeti et Mara sont un vestige de la clémence de Mère Nature, offrant une gorgée d'eau rafraîchissante au milieu de la chaleur, mais représentant en même temps des barrières naturelles presque inexpugnables. Ces affluents alimentent les forêts clairsemées et les maquis qui apparaissent au milieu de l'imposante plaine, offrant un refuge à la faune de cet écosystème délicat. La faune du Serengeti est rythmée par les saisons. En période de sécheresse, cette vaste plaine devient un lieu hostile et sans vie où les champs d'herbe disparaissent, et avec eux, tout espoir de vie. Cependant, aucun mal ne dure 1000 ans. Et Mère Nature, dans un élan de clémence, met fin à la sécheresse avec l'arrivée des pluies. Ce qui commence par des pluies isolées se transforme progressivement en pluies torrentielles qui redonnent à l'écosystème toute sa splendeur. Les plaines jusqu'alors desséchées deviennent d'un vert éclatant et les rivières, réduites à de minuscules affluents après la sécheresse, reprennent leur cours. Avec l'arrivée des pluies, le Serengeti devient une oasis de vie. Les hippopotames se prélassent dans les étangs qui coulent maintenant. Les girafes dévorent les feuilles fraîches depuis les hauteurs, et les gazelles, les gnous et les antilopes broutent dans les champs d'herbe à perte de vue. Si la saison des pluies apporte une abondance sans précédent à ces herbivores, elle n'a pas que des bons côtés. Dans ces mêmes champs où les gazelles voient les faveurs de Mère Nature, avec une nourriture illimitée pour les mois à venir, la végétation désormais épaisse s'est chargée d'offrir au léopard sa cachette parfaite.
Caché, camouflé par sa fourrure jaune pâle et orange avec des rosettes noires, ce gigantesque félin pesant jusqu'à 90 kg peut passer totalement inaperçu pendant que les gazelles savourent sans le savoir ce qui sera leur dernier repas. Malgré ses griffes rétractables et sa puissante morsure qui effraie toutes les espèces des plaines, ce prédateur sanguinaire passe de la force brute à l'habileté stratégique pour chasser ses proies. Parce que, contrairement aux lions, les léopards mènent une vie insaisissable et solitaire, ils doivent se débrouiller seuls pour chasser et ne peuvent pas attendre que la nourriture tombe du ciel. Bien que ses proies favorites soient les gnous, les gazelles et les antilopes, en raison des milliers d'ongulés qui peuplent la savane, ce félin est sans prétention lorsqu'il s'agit de manger et peut se nourrir de proies aussi petites que des coléoptères ou des antilopes géantes de l'élan qui pèsent jusqu'à 2 fois son poids. Lorsque le crépuscule s'empare du Serengeti et que le soleil se retire pour laisser place à l'obscurité, ce prédateur sauvage se met en chasse. Les chances de succès sont élevées, car les proies sont nombreuses en raison de l'abondance apportée par les pluies. Le léopard préfère chasser au crépuscule et à l'aube, car ce sont les heures les plus fraîches de la savane. Il peut profiter de l'obscurité pour se cacher et prendre l'avantage sur ses proies grâce à sa vue perçante. Dès qu'il repère une proie potentielle, ce chasseur vorace se dirige patiemment vers elle, glissant lentement dans les hautes herbes, le corps près du sol et la tête baissée. Chaque mouvement est froidement calculé pour ne pas donner à la proie le moindre indice de sa mort imminente. Bien qu'il puisse rester des jours sans manger, le léopard est patient, préférant garder l'effet de surprise et est capable de traquer sa proie pendant des heures. Avec ses grands yeux ambrés fixés sur sa cible et s'approchant lentement jusqu'à ce que la distance ne soit plus que de quelques mètres, ce prédateur voit le moment parfait pour bondir, et en quelques secondes, l'air devient tendu pour les gazelles, les gnous, les antilopes et toutes les proies qui croisent le chemin de ce chasseur vorace. Capable d'atteindre une vitesse de 60 km/h et de faire des bonds de plus de 5 mètres, il n'y a pratiquement aucune espèce qui puisse échapper à la morsure mortelle de ce félin. Dès que le léopard rattrape sa proie, il se jette avec ses dents acérées sur son cou et lui broie la trachée jusqu'à l'étouffer, dans une fin qui est écrite depuis que le prédateur a jeté son dévolu sur elle. Après une chasse importante, qui peut même inclure de grandes antilopes pesant plus de 500 kg, ce chasseur ne peut généralement pas rester sur place pour dévorer sa proie. Dans un habitat aussi sauvage que le Serengeti, des centaines de charognards ont déjà senti l'odeur délicieuse de la viande fraîche et s'apprêtent à dépouiller le léopard de ce qui lui appartient. Si, la plupart du temps, le félin est assez habile pour chasser en haut des arbres. Car oui, en bon chat, il est un excellent grimpeur. Il arrive parfois qu'il n'ait pas cette chance et que des visiteurs indésirables viennent réclamer leur part du butin. Si une seule hyène ne constitue pas une menace pour le léopard dans sa volonté de protéger sa nourriture, l'incursion d'un troupeau entier de ces charognards représente pour le félin un défi dont il ne peut sortir victorieux. Dès qu'elle détecte, à des kilomètres de distance, l'odeur inimitable de la viande fraîche, des dizaines de hyènes arrivent et laissent le léopard les mains vides. Bien que le félin ne parte pas sans avoir montré sa férocité au premier charognard qui tente de piller ses proies, lorsque le reste du clan arrive et qu'il est encerclé, il n'a pas d'autre choix que de partir et de regarder ces carnivores insatiables profiter de leur dur labeur. D'autres charognards se joignent bientôt à eux, ne laissant que le souvenir de ce qui fut un véritable festin dont le léopard n'a même pas eu le temps de goûter. Après avoir été victime de ces sournois charognards, laissant derrière lui ses regrets, le félin doit repartir à la chasse. La bonne nouvelle pour lui, c'est qu'en cette saison, le Serengeti est le plus généreux, avec des proies qui s'étendent à perte de vue. Bien sûr, lors de sa prochaine chasse, le léopard sera plus habile et tentera d'atteindre la sécurité des arbres avant que les hyènes ne viennent prendre leur part, qui n'est pas des moindres. En regardant au loin dans la plaine,
il est presque impossible pour le léopard de ne pas poser les yeux sur un gigantesque équidé rayé noir et blanc qui broute placidement. Les zèbres, cependant, ne seront pas des proies faciles. Ces mammifères pesant jusqu'à 400 kg ont gagné leur place dans l'écosystème sauvage du Serengeti. Et ils ne céderont pas aux intentions des prédateurs sans se battre. Bien que leur pelage noir et blanc caractéristique semble leur fournir un camouflage terrible qui, loin de les cacher, les place dans la ligne de mire de carnivores voraces, la vérité est que l'illusion d'optique déroute les chasseurs, les prédateurs ne pouvant distinguer les limites entre plusieurs spécimens courant à travers la plaine. Ce curieux motif coloré de la fourrure joue également un rôle important dans la reconnaissance individuelle de chaque spécimen, car il est propre à chaque zèbre, comme s'il s'agissait d'une empreinte digitale. Outre leur camouflage exotique et quelque peu déroutant, les zèbres doivent être attentifs aux moindres changements dans leur environnement pour ne pas devenir le dîner d'un des innombrables carnivores du Serengeti. Grâce à un sens de la vue avancé qui leur permet de voir à de grandes distances et dans un champ de presque 360 degrés, ces équidés sont capables de détecter les prédateurs avant même qu'ils ne s'approchent du troupeau et, que ce soit le jour ou la nuit, ils disposent également d'une incroyable vision nocturne. Si lions, guépards, hyènes ou léopards parviennent à échapper à leur vue perçante dans le silence des plaines grâce à leurs grandes oreilles mobiles, les zèbres peuvent détecter le moindre son qui les alerterait de la présence d'un prédateur. Ces animaux rayés, dès qu'ils entendent quelque chose d'anormal, s'enfuient à plus de 60 km/h vers la sécurité de l'horizon. Après avoir échappé au regard de la mort sous la forme d'un gigantesque félin caché dans les prairies, les zèbres ont entrepris de faire exactement ce que les lions, les léopards et les hyènes avaient prévu, mais avec les herbes infinies qui couvrent les plaines. Herbivores invétérés, ces mammifères dévorent des centaines de kilomètres de verts pâturages dans les plaines sans fin du Serengeti. Les zèbres jouent un rôle important en tant qu'herbivores pionniers, se nourrissant des herbes moins nutritives de la canopée supérieure, laissant les meilleures herbes à des espèces telles que les gnous. Bien que la nourriture préférée de ces raies soit l'herbe, lorsque l'austérité s'installe dans le Serengeti, elles n'hésitent pas à étendre leur régime à l'écorce, aux feuilles, aux pousses, aux roseaux, aux fruits et aux racines. Avec l'abondance momentanée offerte par les plaines, ces équidés, espèces hautement sociales, se rassemblent en troupeaux de plusieurs dizaines pour parcourir la savane à la recherche de nourriture, consacrant jusqu'à 80% de leur temps quotidien à cette tâche. Ces groupes d'alimentation se composent généralement de plusieurs harèmes, dans lesquels un étalon est chargé de protéger les femelles. À cette époque où le Serengeti regorge de nourriture et de vie, la saison des amours arrive et l'étalon doit protéger son harem des autres mâles désireux de s'accoupler. Les mâles les plus audacieux, sans masquer leurs intentions, se rendent directement dans les harems voisins et tentent de rassembler les juments sur leur territoire, ce qui entraîne souvent des conflits entre étalons. Lorsque les femelles sont en chaleur, l'étalon sort ses meilleurs atouts pour faire la cour, ce qui inclut des vocalisations, des postures et des reniflements. Après l'accouplement, au cours duquel l'étalon monte chacune des femelles de son harem, les femelles entament un long processus de gestation qui peut durer jusqu'à 13 mois. Après une longue journée passée à répandre sa lignée dans son harem, l'étalon est épuisé et, alors que le soleil se couche à l'horizon, le troupeau décide de se reposer. Bien sûr, dans un habitat aussi sauvage que le Serengeti, dormir profondément signifierait ne plus jamais se réveiller. C'est pourquoi les zèbres, par mesure de précaution, délèguent généralement une sentinelle pour les alerter de la présence de menaces. De même, certains troupeaux choisissent de dormir debout. Ainsi, en cas de surprise nocturne, ils sont prêts à battre rapidement en retraite. Cependant, ces équidés ne considèrent pas toujours la fuite comme leur seule alternative aux intentions cruelles des prédateurs. Lorsqu'ils sont encerclés, et surtout lorsque des petits sont en jeu, les zèbres n'hésitent pas à se montrer extrêmement agressifs, en donnant des coups de pied, et même en mordant leurs agresseurs.
Avec ses longues et robustes pattes arrière, le coup de pied d'un zèbre peut même décontenancer un lion. Si les capacités de survie des zèbres font d'eux une proie difficile pour les prédateurs solitaires dans les plaines, il n'y a pas de stratégie lorsque les adversaires sont une troupe de lions coordonnés. Avec des dizaines de lionnes entourant la troupe, les félins font des ravages. Et lentement, alors qu'ils referment l'encerclement, un malheureux zèbre est laissé au centre du carnage, avec plusieurs chasseuses s'élançant vers son cou avec leurs morsures implacables. Bien que les pluies saisonnières aient donné aux zèbres une oasis dans la terre avec des herbes abondantes, rien de bon ne dure éternellement. Et la sécheresse transforme progressivement la plaine verte en une terre stérile, où l'eau vaut son pesant d'or. Avec l'arrivée de la saison sèche, les zèbres n'ont que deux options, mourir de faim ou entreprendre un long voyage de plusieurs centaines de kilomètres vers le nord, à la recherche d'une vie meilleure. Pour ces équidés, le choix est simple et ils entreprennent l'un des plus grands voyages à l'état sauvage. Mais lors de cette randonnée dans les champs verdoyants du Maasai Mara au Kenya, les zèbres ne seront pas seuls. À l'horizon de la plaine désormais sèche, on aperçoit au loin des milliers d'ongulés. La terre gronde au rythme régulier des troupeaux, et les mammifères avancent en colonne sur des kilomètres. La grande migration des gnous du Serengeti est l'un des spectacles les plus majestueux de ce vaste écosystème. Dans cet exploit de près d'1 millier de kilomètres à travers les plaines, environ 2 millions de migrants, dont les 3/4 sont des gnous, participent à un long voyage qui ne sera pas sans difficulté. Après des milliers d'années passées sur ce chemin difficile, les prédateurs de la savane le connaissent parfaitement et ne laisseront pas passer l'occasion de chasser un ongulé de près de 300 kilos. Avec un si long voyage devant eux, les gnous n'ont pas de temps à perdre et se lancent dans une migration éprouvante. Au cours de chaque voyage, ces ongulés parcourent entre 10 et 40 km selon les conditions du terrain. Ces mammifères croient fermement qu'une foulée vaut mieux qu'un jogging qui fatigue, car ils sont habitués à se déplacer à une vitesse moyenne de 40 km à l'heure. Bien sûr, avec des plaines infinies à couvrir à l'horizon, les troupeaux sont obligés de s'arrêter momentanément pour se reposer et reconstituer leurs forces en consommant de l'herbe fraîche. Ici, ce long voyage à la recherche de la pluie a ses avantages, car à chaque pas, ils gagnent de l'herbe de meilleure qualité et une plus grande abondance de pâturage. Même si, avec le passage des troupeaux, ils ont dévoré jusqu'à la dernière herbe dans un rayon de plusieurs kilomètres, les gnous jouent un rôle important dans l'écosystème en maintenant les prairies sous contrôle et en encourageant la croissance de nouvelles herbes. De même, le labourage accidentel du sol qu'ils effectuent avec leurs longues cornes lorsqu'ils se nourrissent, ainsi que les tonnes d'excréments qu'ils déposent au cours de leur voyage, stimulent le renouvellement du sol de la savane, le préparant ainsi au retour des pluies. Après avoir accompli leur part du voyage de la journée, et alors que le soleil se couche lentement, épuisés, les gnous décident de prendre un repos bien mérité. Cependant, sachant que d'innombrables prédateurs autour des troupeaux attendent impatiemment qu'ils baissent la garde, ces ongulés choisissent de ne se reposer qu'environ 4 heures par jour, bien sûr, et, comme les zèbres, délèguent quelques sentinelles pour veiller sur le groupe pendant que les autres sont plongés dans les bras de Morphée, au moins pour un moment. En ce qui concerne les mammifères rayés, les zèbres, qui sont de bons compagnons de voyage, sont d'une grande aide lorsqu'ils broutent, car ils peuvent avertir les gnous de l'approche d'une menace bien avant que les gnous à cornes ne la détectent. Avec le début d'une nouvelle journée, dès que le soleil se lève, le troupeau n'a pas de temps à perdre et reprend sa marche sans fin. Mais cette fois, le crissement de la terre n'est pas le seul bruit qui assombrit le silence de la savane. Au loin, un ricanement inquiétant est de mauvais augure pour les gnous, et leurs soupçons se confirment au fur et à mesure qu'ils avancent. Conscientes de cette migration séculaire, les hyènes ont tendu une embuscade pour garder un souvenir du passage de la caravane d'ongulés. Bien que charognardes notoires, elles n'hésitent pas à faire le gros dos et à chasser une proie colossale de plus de 200 kilos, comme un gnou.
Après avoir détecté le piège, les Kalao choisissent d'essaimer en grands groupes pour se protéger de ces chasseurs efficaces. Cependant, bien qu'elles soient plus de 100 fois plus nombreuses que leur proie, les hyènes affirment leur place dans la chaîne alimentaire et, dans une démonstration de férocité et d'intelligence, parviennent, au milieu du chaos, à isoler un mammifère du reste du troupeau. Dès qu'une hyène intercepte un malheureux gnou, le reste du clan arrive pour soutenir la chasse et, de leur puissante morsure qui broie les os, elles mettent un terme prématuré au voyage du gnou. Après l'embuscade des hyènes, le troupeau doit poursuivre son chemin dans la plaine. Peu après la brutalité des chasseresses, la nature se révèle impitoyable mais sage. Alors que les prédateurs déciment les troupeaux issus de la dernière saison des amours, des milliers de jeunes viennent grossir les rangs du troupeau, prenant la place de ceux qui sont morts. Bien que ces veaux représentent le miracle de la vie et l'exemple parfait de la lutte d'une espèce sauvage contre l'adversité, le troupeau ne peut pas attendre les nouveau-nés. Et pour survivre, ils doivent se lever et marcher dans les minutes qui suivent leur naissance. À son jeune âge, le baleineau devra affronter l'un des écosystèmes les plus sauvages du règne animal. Bien sûr, sa mère représentera un havre de paix au milieu de tout ce chaos, et il restera donc près d'elle, l'allaitant pendant les premières semaines, jusqu'à ce qu'il soit prêt à commencer à dévorer des herbes succulentes. Au cours de ce long voyage, le troupeau assistera à pas moins de 500 000 naissances. Avec de nouveaux veaux qui viennent grossir le troupeau de minute en minute, les troupeaux poursuivent leur long voyage à un rythme régulier, parvenant à éviter d'être traqués par des prédateurs voraces dans les plaines, mais non sans perte en cours de route. Jouant un rôle peu enviable dans l'écosystème, les gnous représentent un maillon essentiel de la chaîne alimentaire, étant l'un des principaux soutiens des prédateurs tels que les lions, les guépards, les léopards et les hyènes. Cependant, le plus grand défi pour les gnous se profile à l'horizon, la puissante rivière Grumeti. Si, pour certaines espèces, ce puissant affluent représente une miséricorde du Créateur pour étancher leur soif insatiable, pour les gnous, il n'est rien d'autre qu'un obstacle insurmontable dans leur voyage vers le nord. Bien que les eaux agitées et les courants traîtres constituent un défi majeur pour les gnous, la plus grande menace pour eux se trouve dans les profondeurs, sous la forme de bêtes géantes pesant plus de 700 kg. Alors que des milliers d'ongulés s'effondraient sur les berges, et qu'ils n'avaient d'autre choix que de poursuivre leur voyage déjà difficile, les premiers mammifères ont sauté directement dans les eaux tumultueuses, peut-être sans se rendre compte du massacre qui était sur le point d'avoir lieu. Dès que le premier gnou plonge, un gigantesque crocodile du Nil de plus de 4 mètres émerge des profondeurs, et, de sa puissante mâchoire, commence le carnage. Si, dans l'eau, ce féroce reptile n'a pas son pareil pour se battre au corps à corps, le tueur en armure, faisant preuve d'intelligence, préfère laisser la rivière faire le travail à sa place et, entraînant ses proies dans les profondeurs, les mène à une mort certaine. Bien que ces reptiles sèment la terreur dans les troupeaux de mammifères qui veulent traverser la rivière, en effet, pour chaque proie que les crocodiles chassent, les eaux agitées font jusqu'à 60 victimes. Au passage des troupeaux, les domaines de ces carnivores voraces sont maculés de sang, des centaines de proies flottant dans l'eau. Si pour les gnous, cette scène est la preuve d'une extermination, pour les reptiles, toute la sauvagerie à laquelle ils assistent n'est rien d'autre qu'une chasse réussie. Dotés d'un appétit vorace capable de dévorer jusqu'à la moitié de leur poids en un seul repas, les crocodiles ont l'habitude d'inspirer la terreur aux créatures qui osent s'approcher de leur domaine aquatique. Bien que leur démonstration de férocité au passage des rivières leur ait valu une réputation de mangeurs de gnous, leur régime alimentaire se compose essentiellement de poissons. Cependant, en bons prédateurs opportunistes, ils sont capables de dévorer tout ce qui leur tombe sous la main. Zèbres, gazelles, porcs épics, oiseaux et même, pourquoi pas, d'autres crocodiles.
Lorsqu'un de ces reptiles trouve un endroit où les proies abondent, dans un élan d'égoïsme, d'autres reptiles ne tardent pas à contester sa domination et la violence décide de l'attribution du territoire. Avant le début des hostilités, les deux combattants font étalage de leur force et de leur agressivité en ouvrant leurs gigantesques mâchoires qui comptent jusqu'à 80 dents acérées et en dressant leur longue queue, signe annonciateur du combat à venir. Si aucun des deux reptiles ne décide de céder, le combat est inévitable et les deux bêtes se jettent sur leurs redoutables mâchoires pour tenter de blesser leurs adversaires. Ne lésinant pas sur la férocité, les crocodiles visent souvent la tête, le cou et les pattes de leur adversaire. Pour maîtriser leur adversaire, les reptiles tournent rapidement en rond dans l'eau, essayant de se positionner au-dessus de leur ennemi et de l'écraser au point de le noyer. Si rien de tout cela ne fonctionne, un coup de fouet précis avec sa queue peut être la solution pour briser l'adversaire. Après plusieurs heures de combat, l'un des deux reptiles peut jeter l'éponge, se soumettre au vainqueur et se retirer du territoire. Parfois, le vaincu n'a pas cette chance et se retrouve avec de graves blessures, voire décède. Et lorsque la pénurie frappe le Serengeti, ces chasseurs impitoyables deviennent cannibales et dévorent leurs congénères. Dans certains cas, ce n'est pas la possession d'un territoire ou d'une proie qui est en jeu dans ces batailles acharnées, mais plutôt le droit de s'accoupler avec une femelle en chaleur. Après le combat, le mâle vainqueur, plein de testostérone, entame sa parade nuptiale en frottant son corps rugueux et gigantesque sur la femelle et en frottant son museau. De même, les vocalises, ainsi que la nage en commun, ne tardent pas et peu à peu, la femelle cède aux intentions romantiques de son prétendant. Une fois la femelle convaincue, le mâle enroule sa queue sous elle et, en la dressant légèrement, entame une copulation d'environ 15 minutes, au cours de laquelle des rugissements peuvent être entendus au loin. Si certains mâles peuvent abandonner leur travail après la copulation et partir immédiatement à la recherche de nouvelles femelles, ignorant leurs responsabilités parentales, la plupart des crocodiles du Nil forment des couples monogames sur une base saisonnière. Au-delà de la brutalité et de la sauvagerie dont ils font preuve à l'égard des autres espèces et même de leur propre espèce, ces reptiles deviennent des parents exemplaires lorsqu'il s'agit de se reproduire. Environ 2 mois après la copulation, la saison de la nidification arrive, lorsque le reptile cherche un endroit confortable sur les berges de la rivière pour enterrer ses œufs. Les femelles les plus robustes pondant jusqu'à plus de 90 œufs, elles doivent creuser un grand trou pour protéger leurs petits des dangers de cet écosystème sauvage. Tout comme la mère s'occupe religieusement du nid, le mâle ne néglige pas ses devoirs paternels et participe également à la garde du nid. Après environ 3 mois d'incubation, les premiers petits reptiles commencent à éclore et, par de timides couinements, appellent à l'aide leur mère qui va déterrer les œufs. Parfois, sans la participation active de la femelle, les jeunes n'arrivent pas à sortir du terrier. Minuscules reptiles pesant seulement 70 grammes, la mère emmène avec enthousiasme les jeunes dans l'eau, les introduisant dans ce qui sera son vaste domaine. Ces crocodiles, pour l'instant sans défense, auront besoin de la protection de leur mère pendant environ 2 ans. Une période au cours de laquelle ils apprendront à se débrouiller seuls et à devenir des prédateurs de premier ordre dans les terres inondées de la plaine du Serengeti. Si les rivières de la plaine, envahies par les crocodiles, représentent une mort certaine pour des milliers de mammifères, ces affluents sont aussi responsables de la survie des forêts vertes et des fourrés qui les entourent, formant une oasis de vie animale au milieu de la savane. Dans ces biomes secrets, des espèces telles que les perroquets africains, les grenouilles, les caméléons et les serpents peuvent profiter d'un habitat privilégié, avec de l'eau en abondance, de la végétation et un profond silence, ou du moins il en serait ainsi sans les bruyants babouins des oliviers. Également appelés babouins d'Anubis, ils sont ces voisins bruyants que personne ne souhaite avoir dans le quartier sauvage du Serengeti. Capables d'aboyer, de crier, de grogner et même de hurler, ces singes veillent à ce que leur petit coin de plaine ne soit jamais silencieux. Avec une taille pouvant atteindre 70 cm et un poids d'environ 25 kg,
les babouins olivâtres sont l'une des plus grandes espèces de singes. En regardant l'apparence de ces primates, il est facile de comprendre la raison de leur nom, car ils sont recouverts d'une épaisse fourrure gris verdâtre. Avec leur museau allongé, leur longue queue et leur habitude de marcher à quatre pattes, ces singes ressemblent parfois à des canidés. À l'instar des gnous qui considèrent l'attachement comme le seul moyen de survivre dans cet environnement sauvage, les babouins sont des primates extrêmement sociaux, avec un comportement hiérarchique très complexe. Ces singes majestueux vivent généralement en groupes allant de 15 à plus d'une centaine d'individus, avec quelques mâles, un grand nombre de femelles et bien sûr leurs petits. Pour maintenir l'ordre dans un groupe aussi important, chaque membre de la troupe a un rang social, ainsi que des tâches spécifiques. Les mâles dominants occupent le poste de commandement, dirigent la meute et imposent leur volonté grâce à leur taille, leur force et leur aptitude au combat. Bien entendu, en tant qu'hiérarque de la troupe, ils profitent des avantages de leur position, ayant accès à la meilleure nourriture et aux meilleures femelles. Au-dessous de ces dirigeants se trouvent les mâles subordonnés, des primates plus jeunes qui devront se contenter des restes des dominants, au moins pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils parviennent à atteindre la planche et à gravir les échelons. Alors que les mâles, lorsqu'ils atteignent la maturité sexuelle, sont contraints de quitter la troupe, les femelles restent dans le groupe toute leur vie et leur rang social est transmis par héritage, dans le cadre d'un véritable népotisme. Dans cette structure sociale, les femelles apparentées forment des cercles très étroits dans lesquels elles veillent les unes sur les autres. Bien que lorsque le Serengeti est le plus accueillant, avec de la nourriture et de l'eau en abondance, les confrontations sont rares et se limitent à des défis lancés par des subordonnés ambitieux aux mâles dominants pour obtenir leur position. En période de pénurie, les combats pour la nourriture sont routiniers et les grands groupes ont souvent tendance à se diviser. L'une des clés de la survie des singes oliviers dans l'écosystème hostile du Serengeti réside dans l'adaptabilité de leur régime alimentaire. En bons omnivores, ces singes cherchent littéralement leur nourriture sous les pierres. Qu'il s'agisse de fruits, de fleurs, d'écorces, de vers, d'araignées, de rats ou même de petites antilopes, les babouins ne refusent jamais un repas. Vivant dans une société très organisée, ces primates cherchent souvent leur nourriture en grands groupes afin d'être plus efficaces et de se protéger des dangers de la plaine. Pour trouver de la nourriture, ils utilisent leur sens avancé de la vue ainsi que le reniflement du terrain et fouillent chaque centimètre jusqu'à ce qu'ils trouvent de petites bouchées. Dans un comportement similaire à celui du féroce léopard, lorsqu'ils obtiennent de la nourriture, les singes ont l'habitude de la stocker rapidement afin de pouvoir la déguster en toute sécurité dans les arbres. Pour cela, ils disposent de poches polyvalentes dans leurs joues pour stocker chaque insecte, bourgeon ou fruit qu'ils trouvent. Quant au léopard, ce félin sauvage est un bourreau séculaire des troupes de babouins olivâtres. Habitant ces fourrés denses où la visibilité est quasi nulle, ce prédateur traque les singes lorsqu'ils sortent pour chercher de la nourriture. Pour éviter d'être la proie de ce grand félin, les babouins désignent souvent une sentinelle qui surveille le périmètre du haut d'un arbre. Dès qu'il aperçoit l'ombre de ce qui pourrait être un félin vorace, la sentinelle émet un grand cri en guise de signal d'alarme. Si cette stratégie fonctionne généralement, tous les membres du troupeau revenant sains et saufs, il arrive que le chasseur soit plus habile et, échappant à la vigilance des singes, parvienne à attraper un primate qui ne se doute de rien. Bien que les babouins olives aient généralement pour première option la fuite lorsqu'ils sont confrontés à un prédateur féroce tel qu'un léopard, lorsque les mâles dominants sont impliqués dans une rencontre avec le félin, la situation peut devenir quelque peu violente et, avec l'aide de leurs grandes canines et de leur supériorité numérique, les babouins sont en mesure de semer le prédateur. Alors que les babouins voient dans les hauteurs des arbres du Serengeti un refuge contre les prédateurs, d'autres espèces trouvent dans la canopée des acacias leur subsistance quotidienne. Pour les girafes, ces bois d'acacias clairsemés au milieu des plaines sont comme une manne tombée du ciel. Alors que les autres espèces du Serengeti se battent pour brouter les plaines sans fin ou pour capturer des proies, ces mammifères trapus se régalent d'une nourriture inaccessible au reste des habitants sauvages de la savane.
Mesurant près de 6 mètres de haut et pesant plus de 1500 kg, les girafes sont des géants dociles qui passent leurs journées à parcourir les plaines, broutant de haut en bas. Même les énormes éléphants d'Afrique n'ont rien à leur envier lorsqu'il s'agit de dévorer les arbres de la savane. Grâce à un cou de plus de 2 mètres, aucune feuille ne résiste à l'appétit de ces artiodactyles. Comme dans cet écosystème sauvage, même les plantes développent des mesures de survie pour se protéger des herbivores affamés, avec de longues épines et abritant d'interminables colonies de fourmis. Les girafes, s'adaptant à ce défi, utilisent leur longue langue préhensile de plus de 50 cm et leurs lèvres puissantes pour arracher les feuilles sans aucun inconvénient. Quant aux fourmis, dévorer quelques acacias nutritifs peut parfois valoir quelques coups de langue à ces herbivores. Si les feuilles des hauteurs, riches en calcium, constituent la nourriture préférée de ces géants, lorsque le Serengeti se montre hostile et que la nourriture brille par son absence, ces herbivores professionnels n'hésitent pas à diversifier leur régime alimentaire. Ici, arbustes, herbes, écorces et même fruits sont dans le collimateur de ces gratte-ciel vivants. Bien sûr, avec une bête de plus d'1 tonne, quelques fruits ne suffisent pas, et chaque individu dévore jusqu'à 34 kg de feuillage par jour. Despite being hardened herbivores, some giraffes, sometimes in a somewhat bizarre ritual, lick with their long tongues the remains of dried meat on carcasses abandoned on the plains. Parcourant la savane en groupes dispersés comptant jusqu'à 30 individus, ces mammifères se distinguent des gnous cohésifs et des babouins sociaux par le fait qu'ils n'établissent pas de lien très étroit entre leurs congénères. À l'exception de la relation étroite entre les mères et leurs petits, les membres de ce troupeau hétéroclite peuvent changer en l'espace de quelques heures. Au moment de la reproduction, après une période de gestation pouvant aller jusqu'à 15 mois, la mère donne naissance à un petit d'environ 180 cm. Le petit, qui n'est pas des moindres, est capable, quelques heures après sa naissance, de se lever et de courir dans les plaines. Cependant, dans un écosystème plein de prédateurs, pour un veau innocent, courir sans aucune précaution, c'est se donner une cible. C'est pourquoi la mère essaiera de le garder caché. Au fil des semaines, certaines nouvelles mères se regroupent en troupeaux dans l'intention d'élever leurs petits ensemble. Parfois, les adultes désignent une femelle pour s'occuper des petits pendant qu'ils vont brouter et boire de l'eau dans ce que l'on appelle les pouponnières de girafes. Avec une telle responsabilité, la mère gardienne doit être à l'affût de tout signe de menace, aussi subtil soit-il. Grâce à sa taille imposante et à sa vue prodigieuse, cette gardienne vigilante est capable de percevoir les prédateurs à de grandes distances. Bien que les adultes soient capables de fuir à plus de 50 km/h à travers les plaines infinies lorsqu'ils détectent un danger imminent, lorsqu'ils s'occupent de leurs petits, les mères font appel à leur instinct protecteur et deviennent extrêmement agressives. Avec des pattes robustes pouvant atteindre 6 pieds de long, une patate de mammifère est capable d'éliminer n'importe quel prédateur désireux de dévorer ses petits, y compris les léopards, les lions, les hyènes et les guépards. Lorsque les carnivores sont victorieux et parviennent à tuer le veau sans défense, après l'avoir porté pendant plus d'1 an dans son ventre, la mère, assoiffée de vengeance, se jette avec toute sa fureur sur ses bourreaux. Bien que les veaux et les spécimens malades soient une cible accessible pour de nombreux prédateurs dans le Serengeti, les adultes de cette espèce sont des proies inaccessibles pour la plupart des carnivores. Cependant, même les girafes géantes ne font pas le poids face aux féroces rois des plaines. Surgis de nulle part dans les prairies, les lions encerclent la bête maigre de plus d'1 tonne et refermant lentement l'encerclement, ils bondissent avec leurs griffes acérées et leurs puissantes morsures sur ses longues pattes. Bien qu'ils risquent une ruade incessante, c'est le seul moyen d'abattre le mammifère allongé et d'atteindre son cou musclé. Après que de plus en plus de félins se soient joints à l'attaque, l'ongulé cède aux agresseurs et tombe au sol, condamné à mort. Rapidement, les félins s'attaquent au long cou de leurs victimes et mettant fin à ces jours,
ils entament un banquet digne des rois avec plus de 1000 kilos de viande fraîche. Alors que d'autres félins pourraient se nourrir pendant des mois de proies aussi volumineuses, avec un troupeau affamé, en quelques jours seulement, ces carnivores stricts terroriseront à nouveau les habitants sauvages de leur royaume. Lorsque les gnous traversent leur domaine en route pour la grande migration, les troupeaux de gnous ne tardent pas à arriver et les femelles, chasseuses habiles et responsables, planifient leur prochaine stratégie pour capturer un ongulé qui ne se doute de rien. Lorsque les lionnes partent en chasse, aucun être vivant dans la plaine n'échappe à ces féroces stratèges. Si des milliers de gnous paissent placidement à l'horizon, il n'y a aucune raison d'assiéger les plus gros mâles alors que les animaux malades et les lionceaux représentent un effort bien moindre et bien moins important que les proies de moindre importance. S'approchant lentement des troupeaux et profitant des prairies pour se cacher dans la végétation, les félins encerclent leurs proies à distance. Telles des tueuses entraînées, froides et calculatrices, les lionnes attendent patiemment le moment propice pour lancer leur attaque infaillible. Avançant à quelques mètres des troupeaux, les félins entament une course-poursuite à toute allure à travers la plaine. Dès leur apparition, les milliers d'ongulés fuient dans la panique et le chaos dans une course à la survie. Bien que très rapides, au milieu de la foule, les spécimens les plus épuisés sont laissés pour compte et la sélection naturelle fait le reste du travail. Un à un, les chasseurs tombent sur le gnou sans défense et l'étranglant de leurs morsures féroces, le troupeau prend sa part du voyage des ongulés vers le nord. Bien qu'après une chasse réussie, les lionnes soient impatientes de savourer les fruits de leur dur labeur de chasseuse, les règles sont les règles, et le mâle alpha est celui qui doit commencer le festin en prenant la meilleure partie de l'animal tué. Après l'alpha, c'est le tour des lionnes, qui reçoivent une bonne partie du festin, et à la fin, c'est le tour des lionceaux et des jeunes mâles subordonnés. Ces derniers ne sont parfois même pas autorisés à s'approcher de la proie par l'alpha, en signe de sa domination et de la position des jeunes dans ce système hiérarchique complexe. Alors que les femelles vivent toute leur vie dans la sécurité du troupeau et sont protégées par l'alpha, les jeunes mâles n'ont pas cette chance et, lorsqu'ils atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 3 ans, ils sont expulsés du territoire et forcés d'errer dans les plaines pour former leur propre troupeau. Si certains jeunes félins malheureux sont bannis dans la solitude la plus totale, d'autres ont plus de chance et finissent par s'exiler en compagnie de leurs frères et sœurs ou de leurs cousins. Ces groupes, qui comptent jusqu'à 4 jeunes mâles, devront relever d'innombrables défis pour s'adapter à la vie en dehors du confort d'un troupeau. L'une des épreuves les plus importantes qu'ils devront surmonter sera d'apprendre à chasser seuls, car jusqu'à présent, c'était aux femelles qu'incombait la tâche d'apporter la nourriture au troupeau. Pour les jeunes mâles, chasser de grosses proies telles qu'un gnou ou un zèbre peut s'avérer une mission quasi impossible, de sorte que les félins bannis préfèrent souvent les petits mammifères, voire mettent leurs prétentions de côté et deviennent des charognards. Lorsque l'alternative est la famine, toute proie qui croise leur chemin est une option. Une autre menace qui pèse sur ces étrangers est celle des nombreux troupeaux de hyènes, qui ne toléreront pas que leurs ennemis amers, désormais sans protection, empiètent sur leur territoire. Bien qu'au corps à corps, un jeune lion puisse éventrer une hyène en quelques secondes, ces charognards ont l'avantage numérique de leur côté. Et les exilés ont donc tout intérêt à éviter les nombreux clans de carnivores. Avec le temps, et après avoir survécu aux rigueurs de l'écosystème impitoyable du Serengeti, les jeunes chats sont devenus de grands et redoutables adultes, prêts à prendre en charge leur propre troupeau. Pour ce faire, les mâles doivent prendre ce qui leur appartient par la force, en renversant l'alpha d'une autre troupe. Pour un lion vieillissant, la présence de 2 jeunes challengers à l'horizon peut être son pire cauchemar et le signe d'une fin de règne imminente. Ignorant les avertissements de l'alpha du troupeau, la coalition défiante envahit le territoire des félins et, dans des rugissements assourdissants,
la bataille entre ces bêtes commence. Dans l'un des chapitres sauvages les plus impressionnants que le Serengeti ait à offrir, et qui aboutira inévitablement à une issue tragique pour le roi déchu et au début d'une nouvelle ère pour le troupeau. Avec de nouveaux mâles alpha sous leur aile et quelques bouches à nourrir, les lionnes partent pour une nouvelle chasse. Mais cette fois, elles vont apprendre qu'elles ne peuvent pas toujours s'en tirer à bon compte. Les buffles géants d'Afrique sont sur le point de prouver à ces félins que si l'on s'en prend aux taureaux, on a les cornes. Les buffles d'Afrique sont des créatures majestueuses pesant près d'une tonne et vivant en grands troupeaux pouvant compter jusqu'à plusieurs centaines d'individus. Grâce à leur taille imposante, ainsi qu'à leurs longues cornes acérées, ces mammifères ont une apparence effrayante, intimidant même les prédateurs les plus féroces. Si les carnivores finissent souvent par gagner la bataille et dévorer l'un de ces géants, ce sont parfois les félins qui deviennent la proie, avec un taureau géant de plus de 1000 kilos qui les suit à toute allure. Pour les lions, une belle prise comme celle d'un buffle d'Afrique peut signifier de la nourriture pour toute la troupe. Alors, ignorant tous les signes avant-coureurs, les félins préparent leur embuscade. La stratégie de chasse n'est pas très différente de celle utilisée contre les gnous. Les lionnes, contournant le troupeau, lanceront leur attaque surprise sur plusieurs flancs en essayant de capturer un ongulé imprudent. Mais cette fois-ci, les chasseurs impitoyables vont être confrontés à un tout autre scénario, puisque les buffles, au lieu de fuir terrorisés, vont se réfugier dans le troupeau et affronter les félins. Prenant une position défensive avec les veaux et les aînés au centre du troupeau et les animaux plus grands et plus forts gardant les limites, les lionnes se heurtent de plein fouet à des taureaux hostiles qui, connaissant les intentions des prédateurs, sont prêts à leur rendre la monnaie de leurs pièces en les percutant de leurs grandes cornes. Lors de ces tentatives ratées de chasse au buffle, les lionnes peuvent être gravement blessées et, même dans le pire des cas, la troupe revient avec l'estomac vide et quelques membres en moins. Malgré cette impressionnante démonstration de force des buffles pour soumettre les rois de la savane, dans ces affrontements entre puissances dans les plaines du Serengeti, chaque camp peut l'emporter, et ce sont parfois les ongulés qui subissent des pertes dans leur troupeau. Dans certains cas, preuve de la dureté de cet écosystème, après avoir perdu un membre du troupeau, les plus gros taureaux partent immédiatement au trot en direction du territoire des félins, où les petits sans défense attendent le retour de leur mère. Au retour de la chasse, les femelles ont une très mauvaise surprise, leurs petits étant victimes des désirs de vengeance de ces énormes bêtes. Après avoir envoyé un message clair au roi des plaines, les buffles retournent à leur vie tranquille en broutant en grands troupeaux dans la savane verdoyante. Avec de vastes territoires couverts d'herbes fraîches, ces ongulés n'ont pas de temps à perdre et sont occupés à dévorer toutes sortes d'herbes nutritives. Contrairement aux autres espèces de cet écosystème hostile qui n'ont pas besoin de boire de l'eau, les buffles d'Afrique sont très dépendants de l'eau, consommant jusqu'à 40 litres par jour pendant les journées les plus chaudes du Serengeti. Pour maintenir l'ordre dans les grands troupeaux, ces kalaos s'organisent en un système hiérarchique de dominance presque linéaire dans lequel les individus les plus âgés et les plus grands guident le destin du troupeau. Alors que les mâles plus âgés ont une position de pouvoir sur les jeunes, pour assurer la croissance du troupeau, l'alpha peut leur permettre d'accéder aux femelles, ce qui augmente rapidement le nombre de descendants. Malgré une structure sociale complexe basée sur les rangs, les buffles d'Afrique font souvent preuve d'un comportement décisionnel étonnamment démocratique. En particulier, les groupes de femelles sont capables d'organiser une sorte de vote au cours duquel, après s'être reposées, elles se lèvent et se couchent dans la direction qu'elles souhaitent suivre. Au bout d'une heure environ, le troupeau, laissant de côté la dominance, suivra le chemin décidé par la majorité. Si les grands mâles dominants ont montré toute leur férocité, soumettant même les rois des plaines, ils ne sont pas toujours aussi hostiles. Parfois, ces gigantesques taureaux adultes se livrent à des jeux avec d'autres mâles. S'approchant lentement,
cornes baissées et émettant un subtil meuglement, un taureau s'approche d'un autre dans l'espoir que ce dernier fasse de même. Si la réponse est positive, les deux taureaux tournent leurs cornes d'un côté à l'autre et se frottent le visage et le corps contre leurs adversaires. Les jeux mis à part pendant la saison des pluies, lorsque les femelles donnent naissance à des veaux, les braves taureaux s'occuperont personnellement de leur progéniture ainsi que des mères occupées. De leur côté, lorsque les plaines redeviendront arides et desséchées, ils formeront des groupes de célibataires dans lesquels ils vivront ensemble jusqu'au retour des pluies, lorsque la compétition pour les femelles redeviendra une priorité. Si les troupeaux de buffles parcourent les plaines avec leur fourrure caractéristique aussi sombre que la nuit, d'autres espèces qui peuplent le Serengeti se distinguent davantage par leur plumage coloré dans cet écosystème biodiversifié. C'est le cas des majestueux flamants roses. Avec une taille pouvant atteindre 1,50 m et un plumage rose stylisé, ces oiseaux sont un exemple vivant de la grande diversité d'espèces qui peuplent cette plaine infinie. Alors que les gazelles, les zèbres et les gnous trouvent que les eaux agitées des rivières Grumeti et Mara sont une fin trouble, ces magnifiques oiseaux voient dans les affluents calmes du lac Ndutu un havre de paix pour la faune. Ces eaux alcalines, qui regorgent d'algues et de crustacés riches, offrent tout ce dont les flamands ont besoin pour survivre, et leur abondance attire souvent des milliers de flamands. Avec l'apparition de grandes bandes à l'horizon, ces oiseaux ne tardent pas à débarquer pour profiter de la richesse de l'écosystème. Rapidement, les nouveaux arrivants plongent leur bec ondulé dans l'eau pour attraper des algues, des mollusques, des crustacés et tout ce qui est riche en caroténoïdes, la substance qui leur donne leur couleur rose. Les flamants roses possèdent un système digestif entièrement spécialisé qui leur permet de filtrer la nourriture dans leur bec et d'évacuer l'eau ingérée à chaque bouchée. Grâce à l'abondance de nutriments dans leur alimentation, ces oiseaux n'ont besoin que d'environ 270 grammes de nourriture. Dans le cas des oisillons, les parents régurgitent une substance appelée lait de jabot, qui est bien sûr de couleur rose et qui nourrira les oisillons pendant leurs premiers jours de vie. Alors que les adultes exhibent leur plumage éclatant et colorent le lac, les jeunes poussins naissent avec un plumage beaucoup plus discret, dans les tons gris et blancs. Dès la naissance, grâce à une alimentation riche en caroténoïdes, les parents veillent à ce que, petit à petit, le jeune poussin teinte son plumage blanc et duveteux. Pendant la période où les parents élèvent leurs petits, les adultes deviennent souvent un peu pâles sous l'effet d'une bouche de plus à nourrir. Mais c'est le prix qu'ils sont prêts à payer pour le bien-être de leurs poussins et la croissance de l'espèce. En plus de leurs responsabilités parentales, les flamants roses ont une routine bien remplie. Après avoir passé une grande partie de leur temps à chercher de la nourriture, ces oiseaux n'oublient pas de prendre soin de leur plumage remarquable et passent de longues périodes à se toiletter les plumes, à éliminer les parasites et les débris végétaux. Plus qu'un simple comportement de vanité, il s'agit d'une mesure importante pour maintenir leur délicate capacité d'isolation thermique. Avec leur plumage déjà toiletté, ces oiseaux roses s'emploient à renforcer leurs liens sociaux au sein de la colonie grâce à un large répertoire de vocalisation ainsi qu'à des démonstrations corporelles. Ces relations sont cruciales pour maintenir la cohésion de la colonie et assurer la survie de l'espèce. Certains individus établissent même des liens d'amitié importants. Après une longue journée, alors que le soleil se couche à l'ouest, la colonie part se reposer pour reprendre des forces en vue d'une nouvelle aube. Ici, ces oiseaux colorés, qui peuvent dormir debout, font preuve d'un équilibre inégalé, prennent une de leurs pattes et sombrent dans un profond sommeil. Le fait de ne garder qu'un seul de leurs membres en contact avec l'eau permet à ces oiseaux d'éviter les pertes de chaleur inutiles et de réguler leur température, même pendant les nuits les plus froides des plaines. Une fois la nuit passée sans incident, la colonie entame une nouvelle routine consistant à se nourrir et à profiter de l'abondance de la saison. Malgré leur camouflage inefficace, ces oiseaux sont une espèce très privilégiée dans l'écosystème sauvage du Serengeti, car ils n'ont pas de prédateurs naturels.
Bien que les poussins et les œufs soient la cible de prédateurs opportunistes tels que les renards et les chacals, à quelques exceptions près, lorsque de grands oiseaux de proie s'aventurent à chasser cette magnifique espèce, ils n'ont pas grand-chose à craindre. Vivant dans des lagons à la salinité et à l'alcalinité élevée, peu de prédateurs envisageraient même de s'approcher de ces environnements extrêmes. De même, la taille importante de la colonie, ainsi que la surveillance constante de leur environnement, dissuadent généralement les principaux chasseurs des plaines. Si, en contournant tout ce système de sécurité complexe, un prédateur parvient à s'approcher de la colonie, les oiseaux n'hésiteront pas à faire preuve d'un instinct de défense peu connu et à attaquer leurs agresseurs à coups de bec et de bec. Avec des colonies qui peuvent se compter par milliers, en déranger une peut signifier que des centaines de grands oiseaux s'attaquent à l'envahisseur. Tandis que les flamants roses vivent paisiblement en communauté, profitant de leurs zones humides et se tenant à l'écart des prédateurs, dans les plaines, des meutes de chiens sauvages africains s'organisent pour chasser. Ces féroces canidés, qui mesurent environ 1 mètre et pèsent jusqu'à 40 kg, parcourent la savane en groupe de 20 au maximum et sont une terreur pour tous les types d'herbivores. Avec leur pelage tacheté de brun, de noir et de blanc et leurs oreilles rondes caractéristiques, les chiens sauvages d'Afrique sont une espèce tout simplement unique, même au milieu de la vie grouillante de l'écosystème du Serengeti. Si des espèces telles que les lions et les hyènes sont largement reconnues comme des chasseurs habiles et grégaires, les chiens sauvages ne sont pas en reste, étant considérés comme l'un des carnivores les plus efficaces à la chasse, avec un taux de réussite de plus de 80%. Lorsqu'ils chassent, ces chiens divisent la meute en petits groupes afin d'encercler leur proie. N'ayant pas la férocité des lionnes, les lycaons compensent ce manque par une supériorité numérique et une stratégie de chasse agressive. Au milieu du chaos de la chasse, les canidés, en stratèges expérimentés, restent en communication étroite par des vocalisations et des postures corporelles afin de fermer toute possibilité de fuite à la proie. Après avoir séparé du troupeau les herbivores tels que les gnous, les impalas, les antilopes et les zèbres, les chasseurs poursuivent leur cible à travers les plaines sur de longues distances, au cours desquelles la proie terrifiée commence progressivement à se sentir fatiguée. Après avoir couru jusqu'à 5 km et avoir été poursuivie par une grande meute de chiens affamés, elle cède à l'épuisement et succombe aux carnivores. Rapidement, la meute arrive sur les lieux et, avec ses dents acérées, donne le coup de grâce à la proie. Alors que, dans la hiérarchie des lions, les chasseuses doivent attendre le mâle alpha pour commencer le festin, dans le système social complexe des lycaons, ce sont les petits qui ont l'honneur d'inaugurer la proie. Après les petits, le reste de la meute prendra sa part. Ici, se démarquant du reste des carnivores de la savane, la meute, dans un élan d'altruisme, s'assure que chacun de ses membres participe au festin. Il arrive même que certains chiens régurgitent une partie de leur nourriture et la partagent avec leurs congénères. Bien que leur comportement alimentaire coopératif soit très impressionnant, il ne s'agit que d'un petit échantillon du comportement social fascinant de ces canidés. Contrairement aux lions, où les mâles sont expulsés de la troupe lorsqu'ils atteignent la maturité sexuelle dans la structure sociale des lycaons, ce sont les femelles qui sont déplacées et forcées de chercher une nouvelle troupe. Ce comportement crée un rapport élevé entre les mâles et les femelles dans le groupe, jusqu'à 3 pour 1. Alors que dans le monde des hyènes, le clan est dirigé par une matriarche toute puissante et qu'un alpha fait de même dans les meutes de félins, les lycaons choisissent de confier l'avenir de la meute à un couple dominant, généralement composé des individus ayant la plus grande longévité. Bien que la saison des amours ne soit pas clairement définie, lorsque les plaines du Serengeti se remplissent d'abondance, c'est en quelque sorte un signal de mère nature pour que ces canidés agrandissent le troupeau. Bien sûr, dans un environnement où les ressources sont souvent rares, les lycaons ne peuvent pas faire l'erreur de se saturer de nouveaux petits, car chacun d'entre eux représente une bouche à nourrir. Avec une seule portée pouvant aller jusqu'à 16 petits, les lycaons limitent la reproduction aux couples dominants afin de contrôler la population.
Après une période de gestation d'environ 70 jours, la mère donne naissance à ses tendres petits, qu'elle garde jalousement, empêchant même les autres membres du troupeau de s'approcher. Après 3 à 4 semaines passées dans la sécurité de la tanière, sous les soins méticuleux de leur mère, les oursons découvrent le monde extérieur. Exclusivement nourris au sein jusqu'à l'âge de 5 semaines, ils commencent à intégrer de nouveaux aliments dans leur régime alimentaire. La mère zélée tolère que d'autres chiens viennent régurgiter de la viande pour ses chiots, l'aidant ainsi à les élever. Si ces carnivores habiles sont le fléau d'innombrables troupeaux d'ongulés, ils n'en sont pas moins confrontés à leurs propres défis. Dans le Serengeti, les prédateurs peuvent devenir des proies en quelques secondes. C'est ainsi que les hyènes et les lions ont pris l'habitude d'assiéger les meutes de chiens sauvages. Si les hyènes, fidèles à leur comportement de charognards, ont l'habitude de voler les proies des chiens, les lions, loin de tourner autour du pot, sont plus enclins à éviscérer ces chasseurs efficaces, éliminant ainsi leur concurrence directe dans la chaîne alimentaire. Alors qu'au milieu des plaines sauvages, les chiens sauvages africains voient dans les courses d'endurance un moyen d'attraper leur proie, non loin de leur territoire, un autre tueur féroce fait de la vitesse son meilleur outil. Atteignant des vitesses de plus de 100 km/h dans la savane, lorsque le guépard poursuit une proie, courir n'a aucun sens, car la proie ne peut jamais échapper à l'animal terrestre le plus rapide de la planète. D'une corpulence beaucoup plus légère que celle des félins qui lui sont apparentés, le guépard est une bête née pour courir. Ses griffes non rétractables, en plus de l'aider à attraper ses proies, lui offrent une prise parfaite lors de ses courses fugaces et sa longue queue lui permet de changer de direction à grande vitesse en quelques fractions de seconde. En bon félin au pelage tacheté, le guépard fait de la furtivité sa meilleure stratégie pour attraper ses proies. Sans l'aide d'un troupeau, ce prédateur doit faire preuve de précision et d'exactitude. La moindre erreur de calcul peut amener sa proie à déceler ses sombres intentions et à se retrouver l'estomac vide. Caché dans les hautes herbes et avançant à pas lents, le prédateur prépare son embuscade, tandis que le soleil africain se reflète dans son regard assoiffé de sang. Son statut de prédateur solitaire et son corps moins robuste l'empêchant de chasser de grosses proies comme le buffle d'Afrique, ce félin opte pour un régime alimentaire axé sur les gazelles, les antilopes, les gnous et les impalas. S'il est capable de rattraper n'importe quelle proie sur de courtes distances, si le guépard est poursuivi pendant plus d'une minute, il a de sérieux problèmes, car ses capacités de sprint en font un piètre coureur de fond. Après un sprint de 100 mètres, la température corporelle du félin monte à 40 degrés Celsius, tandis que son cœur bat 250 fois par minute, un état qu'il ne pourrait jamais supporter sur de longues distances. C'est pourquoi, avant de se lancer dans une brève mais extrême poursuite, le prédateur s'assure d'avoir l'effet de surprise de son côté. Observant à distance, sans même bouger un muscle, le félin peaufine les derniers détails de son embuscade et, au moment opportun, en quelques millisecondes, un prédateur vorace surgit du milieu de la plaine à toute allure derrière les herbivores terrifiés. Bien qu'ils fassent de leur mieux pour échapper aux chasseurs en courant et en louvoyant, face à un adversaire aussi redoutable, toute tentative de fuite est vaine. Lors de sa poursuite, loin d'imiter les lionnes en utilisant sa morsure en premier recours pour briser la proie, le guépard, dans une sorte de balayage, à l'aide de ses griffes acérées, renverse généralement l'animal en le faisant trébucher. Après être tombé à une telle vitesse, la proie présente généralement d'importantes fractures. Et le guépard termine alors le travail en l'étouffant d'une morsure directe au cou. Dans le Serengeti, pour un herbivore sans défense, la seule chose qui soit pire que d'être poursuivi par un félin vorace à plus de 100 km/h, 5 félins. Alors que les femelles guépards ont tendance à vivre dans la solitude des plaines, sans rencontrer d'autres félins, sauf pendant la saison de reproduction, les mâles apparentés, souvent frères et sœurs,
peuvent former des coalitions. Ces groupes de 5 félins au maximum représentent un avantage significatif pour leur survie dans un habitat où la solitude peut être une condamnation à mort. Les coalitions de guépards ont la capacité de chasser des proies plus importantes, comme les zèbres, les koudous ou les grands gnous. De même, lorsqu'il s'agit de protéger un territoire contre d'autres mâles envahisseurs, l'avantage numérique peut toujours décider de l'issue d'un conflit. Lorsqu'un groupe de 2 ou 3 mâles surveille les limites d'un territoire, peu de félins audacieux osent défier leur domination. Au-delà de leur démonstration de férocité et de sauvagerie contre les ongulés et autres herbivores, la vérité est que, malgré leur prodigieuse qualité de chasseurs, les guépards sont extrêmement fragiles face à des espèces comme les lions, les hyènes et les léopards qui, plus robustes et disposant de la supériorité numérique, n'hésiteront pas à voler leur proie, voire à engager des combats physiques dont les guépards sortent vainqueurs. Bien que ces affrontements sauvages fassent partie de la nature et de la lutte de chaque espèce dans cet écosystème magique, la plus grande menace pour les habitants sauvages du Serengeti est de loin l'influence des activités humaines dans ce biome. Selon les estimations, les pratiques telles que le braconnage coûtent chaque année la vie à plus de 200 000 animaux, dont des lions, des guépards, des hyènes, des gnous, des zèbres et des girafes. Il en va tout autrement pour des espèces telles que les majestueux éléphants d'Afrique ou le colossal rhinocéros noir, qui sont brutalement chassés par les braconniers pour leurs longues défenses en ivoire ou leurs imposantes cornes, respectivement. La corne de ce glorieux mammifère étant vendue illégalement pour plus de 300 000 $ américains, le braconnage de ce géant a fait plonger ses populations dans le rouge et il est aujourd'hui en danger critique d'extinction. En raison de l'essor du marché noir des espèces sauvages, des milliers de lionceaux et de léopards sont chaque année séparés de leur mère et de leur habitat naturel pour être vendus à l'autre bout du monde, où ils sont élevés comme animaux de compagnie, abandonnant à jamais leur mode de vie sauvage originel. Le changement climatique est un autre des dangers auxquels sont confrontées les espèces animales du Serengeti. Dans un écosystème délicat où l'équilibre entre les précipitations et la sécheresse régit la vie, les effets du réchauffement climatique font des ravages au fil des saisons, avec des saisons sèches plus longues et des pluies torrentielles qui provoquent d'importantes inondations. En 2007, suite à une saison de fortes pluies, la rivière Mara a augmenté son débit de façon exponentielle, entraînant la mort de plus de 15 000 gnous lors de leur grande migration. De même, ces dernières années, la hausse des températures, associée à la déforestation et à l'expansion de l'agriculture, a contribué à la désertification de vastes zones de plaine, modifiant le cycle du sol, emportant avec elle les vertes prairies vitales pour des millions d'herbivores et altérant ainsi toute la chaîne alimentaire de l'écosystème. Si les perspectives actuelles sont loin d'être encourageantes, la bonne nouvelle est que cette oasis au milieu du continent africain reste aujourd'hui un havre de paix pour la faune et que, grâce à des mesures visant à sa préservation, elle peut continuer à abriter les espèces animales les plus captivantes et à servir de théâtre à leur lutte millénaire pour la survie. Pourquoi ne pas nous soutenir en aimant et en vous abonnant à notre chaîne, où vous pourrez en apprendre davantage sur les incroyables créatures sauvages de notre planète. Si vous souhaitez être tenu au courant de nos reportages, vous pouvez également cliquer sur la cloche de notification. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, afin qu'ils puissent eux aussi découvrir le majestueux Serengeti et les histoires des animaux de ces plaines sans fin. Sans plus attendre, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle histoire de faune.